Bonjour, donc bienvenue dans la première vidéo de 2019. 2019, une année qui promet d'être difficile, ainsi que les suivantes, et qui va peut-être déboucher sur quelque chose de positif. Enfin, on peut l'espérer, rien n'est sûr, mais bon. Donc, en ce début d'année 2019, quelles sont les bonnes résolutions que nous pouvons adopter? Eh bien, la bonne résolution, c'est de ne plus cautionner ce système. Alors, la première chose à faire, c'est d'arrêter de se mentir à soi-même, d'arrêter de vivre dans l'illusion. Il faut être clair que nous sommes dans une illusion de démocratie, dans une illusion de liberté, dans une illusion de fraternité, dans une illusion d'égalité, dans une illusion de liberté. On est tout sauf libre, dans une illusion d'égalité, évidemment. Dans une société qui est basée sur les inégalités. Bien entendu, on n'est pas en démocratie, on n'est pas en république, on n'est pas libre, il n'y a pas de liberté d'expression. Donc arrêtez de se mentir à soi-même, arrêtez de justifier l'injustifiable, et puis c'est tout. Ne plus cautionner le système, ça ne veut pas dire se mettre dans son tort et être de front contre le système, parce que c'est pas possible, ça peut nous attirer que des ennuis. C'est-à-dire en clair que si un policier vous arrête parce que vous roulez à 82 km/h au lieu de 80, la seule chose que vous puissiez faire, c'est de payer l'amende. Si vous vous en prenez à ce policier, ça ne va pas vous rendre service. Le système, on ne peut pas l'affronter de front. Bon, quand vous recevez vos impôts, la meilleure chose à faire, c'est de les payer avant d'avoir un supplément à payer parce que vous avez payé en retard. Voilà. Quand je dis ne pas cautionner le système, ça signifie ne pas être dupe, c'est-à-dire avoir compris comment il fonctionne. À partir de là, vous êtes libre dans votre tête. Vous ne jouez plus le jeu. Vous n'êtes plus atteignable. Ça vous passe en dessus. C'est-à-dire que le système, il est là, on peut rien y faire pour l'instant. Enfin, on peut rien y faire, bien sûr qu'on peut y faire des choses, mais ce que je veux dire, c'est que c'est qu'on n'aura pas gain de cause là tout de suite. Voilà. Donc, si vous voulez, le policier qui m'arrête à 82 km/h, je paye mon amende. Mais je ne culpabilise pas. Je ne vais pas imaginer que ce policier m'arrête pour me rendre service, pour m'empêcher de me tuer en voiture. Ni le policier ni le système ne tiennent à ma santé ou à la santé des Français en général. Le système, au contraire, s'il pouvait se débarrasser du plus de monde possible, ça serait parfait. Donc on est bien d'accord que si je me fais arrêter à 82, si on m'arrête à 82, c'est pas pour me rendre service. Si on m'arrête à 82 km/h, c'est pour renflouer les caisses de l'État et pour que cet argent aille tout droit à construire des écoles et des hôpitaux. Ah, pas du tout. Non, je plaisantais. Aille tout droit dans la poche des banquiers qui ont mis le gouvernement là où il est, qui ont mis les gens qui sont au gouvernement là où ils sont. Donc voilà, si vous voulez, je paye mon amende, mais je ne suis pas dupe. C'est ça la différence. Vous pouvez être libre dans votre tête. Ça, personne ne peut vous l'enlever. Vous pouvez ne pas marcher, vous pouvez ne pas être dans l'illusion. Vous pouvez ne plus cautionner et ne plus cautionner, ne plus marcher là-dedans, ne plus jouer le jeu, ça peut vous passer en dessus. Au bout d'un moment, ça peut vous passer en dessus. Et là, vous êtes sauvé, globalement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si vous ne payez pas vos impôts, vous aurez des ennuis. Si vous ne payez pas votre amende, vous aurez des ennuis. Mais il y a des choses que vous pouvez faire et qu'on ne peut pas vous interdire. Déjà, vous pouvez être libre dans votre tête. Ensuite, vous pouvez avoir compris. Ne plus culpabiliser, ne plus se faire avoir. Vous pouvez avoir compris ça. Et à partir de là, vous êtes sauvé. Et ensuite, il y a des choses que vous pouvez faire et qui ne sont pas interdites. Vous pouvez vous comporter comme un être humain.
Ça va énormément choquer et on ne peut pas vous en empêcher. Par exemple, vous pouvez ne pas acheter, vous pouvez ne pas passer votre temps à faire des achats. Si vous voyez un SDF dans la rue et un marchand de sandwich à côté, vous pouvez acheter un sandwich et le donner au SDF. Oui, ça, on ne peut pas vous en empêcher. Et vous pouvez discuter avec le SDF. Et vous pouvez lui parler comme un être humain au SDF. Ça, on ne peut pas vous en empêcher. Vous pouvez faire preuve d'empathie, d'entraide, d'altruisme. Ça, on ne peut pas vous en empêcher. Si vous êtes dans une grande boîte et que vous avez la femme de ménage que tout le monde croise le matin et que personne ne voit, parce que dans le système hiérarchique où on est, certaines personnes sont censées valoir plus que d'autres. Donc si vous allez voir cette femme de ménage, que vous lui dites bonjour et que vous engagez la conversation avec elle, ça va choquer énormément de monde. Mais ça, personne ne peut vous en empêcher. Si vous faites copine avec la femme de ménage et que vous vous inquiétez quand un de ses enfants est malade et que vous discutez avec elle comme vous discutez avec vos collègues, tout le monde va vous regarder de travers. Ils vont se sentir morveux parce qu'au fond d'eux, ils savent que c'est comme ça qu'on devrait se comporter. Donc ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire des choses comme ça tout le temps. Vous pouvez retrouver vos valeurs, être aligné avec vos valeurs. Vous pouvez vous comporter comme un être humain. Voilà ce que vous pouvez faire, c'est tout. C'est très limité, évidemment. Mais ça embête tout le monde. Je peux vous assurer que ça embête tout le monde. Et comme ça, vous serez aligné avec vos valeurs et avec votre conscience. Et vous pourrez vous regarder dans une glace. C'est la seule chose qui est importante. Voilà. Donc, bonne résolution pour 2019. Ne plus me mentir à moi-même. Ne plus justifier l'injustifiable. Non, ce système n'a aucune justification. Non, il n'y a aucune justification à ce que des gens meurent de faim et de froid dans les rues. Non, il n'y a aucune justification à aller bombarder des pays qui ne nous ont rien fait. Non, il n'y a aucune justification que dans des continents entiers, des enfants aillent à l'usine, qu'on mette les petites filles au bordel, pour que nous, on puisse se vautrer dans les biens matériels dont on ne sait plus quoi faire. Non, il n'y a aucune justification à bousiller la planète parce qu'on a des objets qui sont calculés pour péter tous les 3 ans pour qu'on soit obligé de les changer. Enfin, ou pour péter beaucoup plus rapidement que ça, selon ce que c'est. Non, il n'y a rien qui justifie ce système, il n'y a rien qui justifie ce système. Alors on le subit, ok, on le subit, mais on n'est pas obligé de l'approuver. Quand vous avez un mouton qui va à l'abattoir, il ne peut pas y échapper. Mais il essaye, il va ruer dans tous les sens, il va gigoter, il va... Bon, nous on va à l'abattoir en rang par 2, avec le sourire aux lèvres, en filant bien droit et en remerciant le boucher. On va à l'abattoir en apportant un couteau qu'on a choisi consciencieusement et qu'on a bien aiguisé au boucher. On remercie le boucher et on est en admiration devant le boucher. Voilà où est le problème. Le mouton, il ne peut pas empêcher qu'on l'égorge, mais il rue, il gigote, il fait ce qu'il peut pour sauver sa vie jusqu'au bout. Nous, on arrive devant le boucher avec le couteau qu'on a aiguisé, qu'on a choisi consciencieusement, et on est en admiration devant le boucher. Et on le remercie. Donc, qu'on soit des moutons destinés à un abattoir, c'est une chose, mais on n'est pas obligé de remercier le boucher par-dessus le marché, on n'est pas obligé de l'admirer, on n'est pas obligé d'être d'accord, on n'est pas obligé de cautionner. Voilà. On est quand même en admiration devant nos hommes politiques, devant les riches, devant les PDG, devant les acteurs, les machins. On est des vrais cons, quoi. Je veux dire, voilà. Ces gens-là sont des prédateurs et ils nous font du mal. Donc la moindre des choses, ça serait au moins de ne pas les admirer. Voilà. On ne peut pas se rebeller, on est obligé de subir ce système, mais au moins dans notre tête, qu'on soit clair, quoi, qu'on soit clair. Il n'y a rien de justifiable là-dedans. On est dans une illusion totale, tout est faux.
Voilà, on n'est pas en démocratie, on n'a pas le droit de s'exprimer, on n'est pas libre, on n'est absolument pas libre, il n'y a rien qu'on puisse faire, rien, qui ne soit pas réglementé. On n'est pas égaux, enfin on est égaux, mais on n'est pas du tout considéré comme égaux, on n'est pas du tout, on est dans une société qui est basée sur les inégalités. Voilà, on est dans une société pyramidale, avec un pouvoir central, patriarcal, hiérarchisé et basé sur les inégalités et sur le fait que les êtres humains ne se valent pas. Ce système est à foutre en l'air, totalement, définitivement. Il n'y a rien à en tirer. Alors, bonne résolution 2019, j'ai conscience de tout ça, je le sais, et j'essaye de vivre selon un minimum de valeurs, tout en ne me mettant pas dans mon tort, parce que je ne peux pas me battre contre ce système et que ça ne m'attirerait que des ennuis. Grand préambule terminé. Alors juste un petit détail à propos des commentaires. Je les lis tous, mais très vite. Comme j'ai pas le temps de répondre, je mets des likes et des petits cœurs. Voilà, des fois je réponds mais d'une manière très rapide parce que j'ai pas le temps. Et je suis obligée d'enlever tous les commentaires où il y a de la violence dedans, même si enfin de la violence, où il y a une notion de violence, on va dire, même si je comprends très bien l'énervement de certaines personnes et que je suis moi-même énervée. Mais je ne peux pas laisser des commentaires violents, j'aurai des problèmes avec YouTube. Déjà, j'ai des bonnes raisons de penser que je ne suis pas dans les petits papiers de YouTube. Il n'y a qu'à voir mon compteur de likes qui fait des trucs bizarres. Un jour, j'ai 150 likes, le lendemain, j'en ai 5. Bon, donc voilà. Donc, histoire de pas plus me faire mal voir que je ne le suis déjà, j'enlève tout ce qui a trait à de la violence, voilà. Bon, évidemment. Bon, puis alors j'enlève aussi quand je comprends rien ce que ça raconte, essayer de parler en français correct. Voilà. Bon, alors voilà ce que j'ai prévu pour 2019. Alors, ce que j'ai prévu pour 2019, c'est de réfuter le contrat tacite des gens qui dorment. Alors, le contrat tacite des gens qui dorment. D'où ça sort ça? C'est un texte qui a été envoyé par une personne anonyme à la radio Ici et Maintenant, le 11 septembre, j'aime pas cette date, 2003. Bon, alors, donc, on ne sait pas qui c'est qui l'a écrit, on ne sait pas à quoi ça sert. Enfin, si, on sait à quoi ça sert. Il y a marqué à la fin, fait par amitié sur la Terre le 11 septembre 2003. Bon, ce qui m'ennuie, c'est qu'il y a 33 articles. J'aime pas ce chiffre non plus, 33, hein, du tout. En plus, il y a 2 fois le numéro 6. Donc, ça fait 34. Voilà. Donc, moi, le deuxième numéro 6, je vais l'appeler numéro 7 et ainsi de suite. Comme ça, il y aura 34 articles. Voilà. Alors, le contrat tacite des gens qui dorment. Alors, c'est à quelqu'un qui a écrit ça. Donc, vous le trouverez sur YouTube en 50 exemplaires. Hein. Alors, moi, je l'ai imprimé. Et puis, on va le réfuter. Alors, qu'est-ce que c'est le contrat tacite des gens qui dorment? Ça veut dire que, dans la mesure où on ne fait rien, nous, les êtres humains de la planète Terre, dans la mesure où on ne fait rien, c'est exactement comme si tous les matins, on se levait et qu'on signait un contrat avec les gens qui gouvernent la planète. Voilà, donc c'est comme si tous les matins on se levait et qu'on signait un contrat. Un contrat qui dit j'accepte et qui a 34 articles tous les matins ou tous les ans. Enfin, un contrat avec tacite reconduction, un contrat avec tacite reconduction. C'est-à-dire, on signe un contrat en ne faisant rien, en acceptant le système, justement. C'est ce que je venais de vous dire, hein, en acceptant le système. Si on fait rien, on accepte le système. En acceptant le système, c'est comme si on signait un contrat. Tous les jours ou tous les mois, enfin, un contrat. Ça s'appelle, donc cette personne l'a appelé le contrat tacite des gens qui dorment. Et ça explique ce qu'on accepte. Alors l'idéal, ça serait que vous le lisiez avant de regarder ma vidéo, ou que vous le regardiez sur YouTube avant de regarder ma vidéo. Et moi, je vais prendre le contre-pied de ce contrat tacite, c'est-à-dire que nous allons, nous, peuple de la Terre, nous allons dénoncer ce contrat, nous allons résilier
ce contrat. Au moins verbalement. Si on ne peut pas le faire pour l'instant, on va verbalement dire qu'on n'est plus d'accord avec ce contrat. On va dire ça article par article, en démontant le truc et en disant maintenant, à partir de maintenant, nous ne cautionnons plus ce contrat, nous n'acceptons plus ce contrat, nous ne signons plus ce contrat. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire les articles de ce contrat un par un et nous allons les réfuter un par un en expliquant pourquoi nous ne voulons plus de ce contrat. Voilà. Alors ça va prendre du temps, ça va pas prendre une seule vidéo. Donc, on va commencer par le commencement et ça va permettre de parler d'un tas de choses évidemment qui vont pas, c'est le moins qu'on puisse dire puisqu'il n'y a rien qui va. Donc, je vous lis l'article 1 et je vous donne mon point de vue à ce sujet-là et je vous explique pourquoi on va le dénoncer. Contrat tacite des gens qui dorment. Ce texte inspiré a été envoyé par une personne anonyme à la radio Ici et Maintenant le 11 septembre 2003. Peu importe nos croyances ou nos idées politiques, le système mis en place dans notre monde. Alors là, il a marqué dans notre monde libre. Bon, donc il n'avait pas tout compris le mec, hein, d'accord. Donc on est censé être dans le monde libre, nous là, les Européens. Bon, laissez tomber le libre dans notre monde. Dans notre monde qui est une prison, qui est une immense prison. Donc je recommence, peu importe nos croyances ou nos idées politiques, le système mis en place dans notre prison, hop, repose sur l'approbation tacite d'une sorte de contrat passé avec chacun d'entre nous, et oui, avec chacun d'entre nous, et avec les gens qui nous gouvernent, dont voici dans les grandes lignes le contenu. Voilà, donc on commence par le numéro 1. Numéro 1. J'accepte la compétition comme base de notre système. Même si j'ai conscience que ce fonctionnement engendre frustration et colère pour l'immense majorité des perdants. Et crac. Alors, jusqu'à présent, nous avons accepté la compétition comme base de notre système, mais à partir de maintenant, nous n'acceptons plus la compétition comme base de notre système. Pourquoi ? Alors, la compétition, déjà rien que le mot, ça me donne des boutons, moi j'ai jamais compris ça. Enfin bon, la compétition dans la vie active, elle est induite par le système, parce que les gens ne sont pas considérés comme équivalents. Un médecin, est-ce que c'est équivalent à un peintre en bâtiment? Est-ce que c'est équivalent à un pianiste? En théorie, oui, hein, parce que quand vous avez besoin de repeindre un mur, vous pouvez bien appeler le médecin, il ne va pas vous servir à grand-chose. Quand vous voulez écouter de la musique, si vous appelez le peintre en bâtiment, il ne va pas vous servir. Enfin bref, c'est équivalent. Eh ben non, pas dans notre société. Dans notre société, il y a une pyramide et il y a des gens qui sont censés valoir plus que d'autres. C'est-à-dire qu'un médecin, c'est censé être mieux qu'un pianiste, qui est censé être mieux qu'un peintre en bâtiment. Ça veut dire quoi mieux? Par rapport à quoi? Qui, que, quoi, dont, où, quoi, pourquoi, qui? Et ben voilà. C'est censé être mieux. Alors pourquoi c'est censé être mieux? Parce qu'il y en a un qui est mieux payé que l'autre. Et qu'on est dans une société basée sur l'argent. Donc il y en a un qui est mieux payé. Et ça signifie qu'il est censé être mieux. Mieux, moins bien. Là, on est dans les comparaisons, enfin, tous les trucs achetés, quoi. Comparaison, compétition, machin. Enfin, ouais. Donc à partir du moment où il y a des gens qui travaillent 1 heure, ils gagnent 9 euros. Il y a des gens, ils travaillent 1 heure, ils gagnent 20 euros. Il y a des gens, ils travaillent 1 heure, ils gagnent 50 euros. Il y a des gens, ils travaillent 1 heure, ils gagnent 100 euros. Essayez de comprendre pourquoi, ça, c'est intéressant, quoi. Enfin bon, bref, donc ça marche comme ça. À partir du moment où ça marche comme ça, on rentre dans les gros problèmes, hein, évidemment. Parce que si tout le monde était considéré comme équivalent, le mec qui a envie d'être peintre en bâtiment, il fait des études de peintre en bâtiment, il est peintre en bâtiment, ça fait un bon peintre en bâtiment, puisque c'est ce qu'il voulait faire au départ. Le mec qui veut être pianiste, il fait des études de pianiste, il est pianiste, ça fait un bon pianiste, puisqu'il voulait être pianiste. Et celui qui est médecin, il avait envie de soigner des gens. Donc il fait des études de médecin, et ça fait un bon médecin. Tout va bien. Ah oui, mais non, parce qu'on est dans une société qui ne marche pas du tout comme ça. Ce qu'il y a, c'est que celui qui est médecin, il gagne 4 fois plus que tous les autres, là. Ah, donc du coup, tout le monde veut être médecin. Le problème, c'est que les gens, ils veulent être médecins, sauf qu'ils ne veulent pas soigner des gens, ils veulent gagner des sous.
Donc c'est assez évident que ça va faire des mauvais médecins, déjà et d'une. Bon, voilà. Il y en a aussi qui veulent être pianistes, enfin qui veulent pas être pianistes, mais ça gagne pas mal de sous aussi, donc allez, ça fait des mauvais pianistes. Et quant aux peintres en bâtiment, personne ne veut être peintre en bâtiment, alors qu'il y a peut-être des gens qui aimeraient ça. Mais personne ne veut le faire parce que tout simplement c'est moins bien payé. Voilà. Ça fait, au niveau de la hiérarchie sociale, on est en dessous, donc ça va pas. Résultat, donc déjà, on a des mauvais peintres en bâtiment, des mauvais pianistes et des mauvais médecins surtout. Mais enfin, et surtout, le problème c'est qu'après, on est, du coup, comme tout le monde veut être médecin, et ben là, on est obligé de trier. Et donc on trie avec la compétition. Et la compétition, elle commence en maternelle. Voilà. Donc, alors, du coup, ça fout tout en l'air, évidemment. Donc, du coup, comment on trie les médecins? On commence à les trier avant, hein, avant, parce qu'on ne sait pas encore, quand les gamins ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire, on commence à trier. Donc, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire à l'arrivée. Donc, sur quoi on les trie? Sur un truc qui sert à rien, qui apprend rien. Comme ça, on est sûr de... Ils sont tous au même point. On les trie sur les maths. C'est difficile et ça sert à rien. Donc, voilà. Puisqu'on ne sait pas encore ce qu'ils vont faire, on les trie sur les maths. Voilà. Et donc, les meilleurs, ceux qui savent le plus faire des maths, font médecin. Sauf un médecin, il n'a pas besoin de savoir faire des maths. Bon, ben voilà. Donc, déjà, voilà. Alors après, on les retrie. Alors, on les retrie à cause du numerus clausus. Numerus clausus, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de médecins défini. Alors, c'est intéressant, ça, parce qu'il n'y a pas de numerus clausus pour les boulangers, hein. Tout le monde peut faire boulanger, le mec, s'il fait du mauvais pain, mais il n'aura pas de clients, tant pis pour lui. Ah non, les médecins, il y a un numerus clausus, comme ça on est sûr que même si le médecin il est nul et archi nul, il aura des clients. Voilà. Puis le numerus clausus, il a été calculé récemment pour être insuffisant, hein, pour nous habituer à ce qu'on n'ait plus de santé. Parce que le numerus clausus, il suffit de l'ouvrir. Hein, voilà, vous l'ouvrez, il y a 3 millions de chômeurs, on prend des médecins en plus. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut les former, il faut payer les profs de fac. Et voilà. Et voilà. Donc, je veux dire, pour résoudre la crise des médecins qui manquent, c'est très simple. Hein. On en embauche plus, enfin, on en embauche plus, non. On en accepte plus en université. Il n'y a pas besoin de les embaucher, ils s'embauchent tout seuls, c'est une profession libérale. Bon. Et donc, il y aura plus de médecins. Donc, déjà, ça triera les mauvais, ils n'auront pas de clients. Et ensuite, comme ils seront nombreux, ils seront bien obligés d'aller s'installer dans les campagnes. Donc, il y en aura partout. Bon, ça, c'était un petit... Voilà, c'était... Enfin, revenons à nos médecins. Donc, on les trie avec les maths, et puis après, ça suffit pas. Parce qu'il y en a toujours trop. Parce que comme ça gagne bien sa vie, ils veulent tous faire médecin. Ok. Y compris ceux qui n'ont pas du tout l'intention de soigner les gens, qui n'aiment pas les gens, qui n'ont pas d'empathie, qui n'aiment pas la médecine, qui n'aiment pas la santé, mais enfin, ils veulent tous le faire. Donc, on les trie avec un... Là aussi, ça, c'est bien foutu. Ça, on les trie avec un concours. Il n'y a rien de plus idiot qu'un concours. Réfléchissez. Il y a 100 médecins, il y a 20 postes de médecins. Il y a 20 postes pour rentrer en deuxième année de médecine, machin. Voilà, il y en a 100, il y a 20 postes. Cette année-là, il y en a 35 qui, objectivement, auraient fait d'excellents médecins. Bah oui, mais on en prend 20. Donc il y en a 15. On va les jeter, on ne sait pas pourquoi. Donc ils feront pianiste ou peintre en bâtiment, et ça fera des mauvais pianistes ou des mauvais peintres en bâtiment. Bon, ça c'est fait. L'année suivante, il y en a 5. Il y en a 5 qui méritent d'être médecins, et les autres ils sont tous nuls et archi nuls. Ah bah oui, mais on en prend 20. Donc on prend 15 nuls. Voilà. Donc le système du concours, c'est totalement stupide. D'autre part, ils font des impasses dans les concours médecins. Donc c'est intéressant, le mec il a fait une impasse sur les poumons ou sur le foie. Tant pis pour vous si vous avez mal au foie. Hein. Voilà, donc c'est pas comme ça qu'il faudrait faire, évidemment. Voilà. Donc il faudrait former les gens sur la seule et unique chose qu'il faudrait leur demander, c'est ce qu'ils ont envie de faire. Après on les forme, avec un contrôle continu, de manière à ce qu'ils sachent tout ce qu'ils ont à savoir, point barre. Il n'y a pas de... Et puis on les lâche pas tant qu'ils savent pas tout. Et après, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Et puis s'ils sont nuls, ils n'ont pas de clients, tant pis pour eux. Bon. Donc ça c'est la compétition pour la vie active, qui est évidemment uniquement due au fait qu'il y a cette hiérarchie avec des salaires différents.
aberrant, totalement aberrant. Ensuite, la compétition, eh bien, tant qu'on y est, hein, pour habituer les gens, les enfants tout petits, on la met à l'école primaire, s'il vous plaît, la compétition à l'école primaire. L'école primaire, on apprend à lire, à écrire les 4 opérations, c'est-à-dire des choses qui sont totalement indispensables, non pas pour avoir un travail, mais pour survivre dans cette société. Et on trouve tout à fait normal qu'il y ait un premier de la classe et un dernier. Donc ça veut dire, il y en a un, il sait lire. Et le dernier, il ne sait pas lire. Et l'instit, elle est contente d'elle. Elle est contente d'elle quand elle a 30 gosses et que sur 30, il y en a un qui sait lire, 5-6 qui savent très bien lire, une dizaine qui savent à peu près lire, et puis les autres qui ne savent pas lire. Elle est contente d'elle? Ah bah bravo. Alors moi je dis, une instite, elle doit être contente d'elle quand sur 30 gamins qu'on lui donne, il y en a 30 qui savent lire, point barre. Il n'y a pas de premier et de dernier, il faut tous qu'ils soient premiers. C'est logique. Alors par contre, ils n'ont pas besoin d'être tous premiers en même temps. Je m'explique. Si un enfant qui apprend à lire en 3 mois, bah tant mieux. On ne l'emmerde pas pendant 1 an au CP, après on le fait progresser. Par contre, s'il y en a un gamin qui a besoin de 6 ans pour apprendre à lire, eh bien on y passe 6 ans. Pas en le faisant redoubler 6 fois, ce qui revient à faire 6 fois la même chose trop vite, en se mettant à son rythme, et en faisant en sorte qu'il apprenne à lire à son rythme. Évidemment, inutile de vous dire que l'éducation nationale, elle n'est pas adaptée à ça. Hein. Il faudrait s'y prendre totalement différemment. Bien sûr, bon, la compétition n'a rien à faire dans une école primaire, secondaire. Et après, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire selon le métier qu'on a besoin de faire, qu'on veut faire. C'est la seule chose qui compte. Eh bien, on apprend ce qu'on a à apprendre, avec le temps qu'il faut. Ça n'a aucune importance. Voilà, ça n'a aucune importance. Ça a aucune importance. Le mec qui a besoin de 10 ans pour être peintre en bâtiment, bah, il met 10 ans. Celui qui a besoin de 3 ans pour être médecin, bah, il met 3 ans. On s'en fout. Je veux dire, là, ce qui compte, c'est qu'à l'arrivée, on a un médecin qui sache la médecine et un peintre en bâtiment qui sache peindre. Et voilà, basta. Donc la compétition, ça n'a rien à faire ni dans la vie active, ni dans la vie scolaire, évidemment. Déjà, le mot, il ne devrait pas exister. Je veux dire, parce qu'on se compare les uns aux autres, mais ça rime à quoi? Je veux dire, alors après, vous avez le sport, bien entendu, le sport. Donc là, on se compare les uns aux autres. Déjà, se comparer les uns aux autres, ça n'a ni queue ni tête. Je veux dire, on est différents, donc qu'est-ce que vous voulez comparer? On peut se comparer à soi-même, éventuellement, en se disant j'ai fait mieux que la dernière fois, ou des choses comme ça. C'est assez idiot aussi, hein, parce que vous comparez à à vous-même. Bon, par exemple, je sais pas, moi, vous avez fait un 100 mètres en X secondes, et la dernière fois, vous aviez fait plus de secondes de temps. Donc, vous avez fait mieux que vous-même. Mais que vous-même la dernière fois. La dernière fois, vous aviez peut-être mal digéré, mal dormi, vous étiez peut-être engueulé avec votre copine. C'est idiot. C'est pas comparable, c'est juste pas comparable. À la rigueur, se comparer avec soi-même, mais alors avec les autres. Donc le sport, c'est on se compare avec les autres. Donc le sport, la compétition. Alors déjà, on n'envisage pas le sport sans la compétition, alors qu'il n'y a rien qui vous empêche de faire du sport sans compétition. Non, le sport, c'est la compétition. On joue au tennis, il faut foutre la balle dans les choux. On peut faire l'inverse, hein, se dire tiens, on va essayer de faire le maximum d'échanges, sans paumer la balle. Ce serait pas idiot, ça, non? Je sais pas. Bon, voilà. Donc le principe du sport, c'est faut être meilleur que les autres. Qu'est-ce que ça veut dire meilleur? Mais qu'est-ce que ça veut dire meilleur? Alors le mec, il court, ils font un 100 mètres, il arrive avant l'autre. Donc il est meilleur. Il est meilleur en quoi? Pourquoi? De quoi? Par rapport à quoi? Bon, ok, il est meilleur si tu veux. T'es arrivé devant l'autre. Ça te fait plaisir, très bien. T'es arrivé devant l'autre. T'es content. Voilà, alors maintenant explique-nous en quoi ça nous regarde déjà, en quoi ça nous intéresse, en quoi tu fais avancer le monde en faisant ça, en quoi tu fais avancer le schmilblick. C'est quoi ton problème, quoi? Va te faire soigner, quelque part. T'as quelque chose à prouver à qui? À quoi? Pourquoi? Je suis pas très objective là, parce que moi la compétition c'est un truc, ça me donne, c'est pas mon, enfin voilà. Donc dans le sport, donc voilà. Alors bon, il y a toujours eu ça, hein, on a toujours joué à celui qui pisse le plus loin.
particulièrement les hommes. C'est l'ego négatif, ça, c'est l'ego négatif. On a un petit peu moins ça, nous les femmes. On a un petit peu moins ça parce qu'on n'a peut-être rien à prouver. Pourquoi on n'a rien à prouver? Eh ben, c'est peut-être parce qu'on transmet la vie, excusez du peu, parce qu'on donne la vie, excusez du peu. Donc une femme qui a donné la vie ne serait-ce qu'une fois, si vous voulez, elle n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Alors messieurs les hommes, ben, vous avez des trucs à vous prouver. Ouais, bon, ben, écoutez, comment dire, il faut travailler sur votre ego négatif. Voilà, alors après on va me dire, ben, ça peut être un jeu ou un spectacle de sport. Ok, eh ben allons-y alors. C'est-à-dire que par exemple, vous avez du patinage artistique, effectivement c'est très joli. Sauf que comme ils sont en compétition, ils sont obligés de faire des espèces de figures acrobatiques infaisables et ils se cassent la gueule une fois sur deux, quoi. Et puis on a peur pour eux en plus. On est là, on a la trouille. Par contre, après la compétition, il y a le gala. Alors là, ça c'est un spectacle. C'est-à-dire que du coup, il y a de la bonne musique. Du coup, il y a des spots, ils sont bien habillés comme ils veulent. Et surtout, ils sont décontractés et souriants. Et comme ils ne sont pas obligés de faire des trucs infaisables, ben, ils se cassent pas la gueule. Donc on est bien, on est décontracté, on a un super spectacle. Alors moi je propose un truc, hein. Pour le patinage artistique, ce qu'on fait, on enlève la compétition qui sert à rien, on passe directement au gala. Par exemple. Voilà, ça c'est pour le spectacle, effectivement, on peut faire ça pour tout. Hein. Voilà, et pour le jeu, ah bah pour le jeu, ok, mais que ça reste un jeu. C'est-à-dire, c'est si vous tenez absolument à prouver à je ne sais qui que vous pissez plus loin que lui, bah faites-le, mais entre vous, mais ne nous emmerdez pas le monde avec ça, puis que ça ne devienne pas une valeur sur laquelle notre société est basée. C'est juste que si vous voulez jouer, jouez. Entre vous, vous ne prenez pas au sérieux. Parce qu'on peut changer toutes les règles du jeu, hein, on peut changer toutes les règles du jeu. Parce que la compétition, ça revient, c'est un truc qui est fait pour mettre en situation d'échec. Hein. C'est-à-dire, par exemple, à la télé, vous avez des gens qui font la cuisine. Là. Alors, on leur donne pas assez de temps. On leur demande de faire un truc enviable. Résultat, ils se ramènent avec des gâteaux qui sont pas cuits, qui sont branquignolants, qui sont pas finis. On change les règles du jeu. Voilà, mesdames et messieurs, vous faites un gâteau, ce que vous voulez, avec ce que vous voulez. Et vous avez tout votre temps. Et là, ça serait créatif. Il nous ramènerait des super gros gâteaux, vachement beaux, vachement... Ben oui, forcément. Hein, bon, je vais vous donner un autre exemple, koh. Alors, je préfère pas vous dire ce que je pense de koh. Hein. Bon, ça, c'est... koh, c'est des gens, ils ont tout. Ils ont une villa, ils ont un garde-manger plein, un frigo plein. Ils n'ont jamais manqué de rien. Ils ont tout. Un boulot, tout ce qu'il faut. C'est connards. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Ils vont crever de faim sur une plage. Crever de faim, il n'y a pas d'autre mot. S'entretuer. Être sale comme des peignes. Hein. Maigrir. Trahir. Se tirer dans les pattes. Enfin, bref, tout ça le filmer. Hein. Après, ils doivent plus oser sortir dans la rue. Hein. C'est ce quand on voit. Enfin, bref. Faire pipi devant tout le monde. Des trucs épouvantables. Vomir dans tout le monde parce qu'ils ont bouffé trop de noix de coco. Hein, voilà. Bref. Tout ça pour de l'argent, hein, c'est quand même pas autre chose. Hein, bon, voilà. Et sous l'œil de caméramans qui, eux, sont logés à l'hôtel du coin avec l'animateur et qu'eux ont le ventre plein. Hein. Voilà. Bon, enfin bref, c'est leur problème. Hein. Donc, moi, je change les règles de koh. Alors voilà ce qu'on fait avec koh. On leur donne déjà des graines, de quoi bouffer, enfin des graines, une poule, des trucs... pour qu'ils puissent manger, mais pas tout près, hein, qu'il faut qu'ils... voilà. Puis on les met dans un endroit où il y a des bananiers, des cocotiers, des trucs à manger, hein, pas sur un petit îlot où il n'y a rien du tout dessus. Voilà. Pas en saison des pluies et pas quand il y a des moustiques. Et puis on leur donne un minimum de trucs. Et on les juge. C'est les spectateurs qui les jugent, selon celui qui a fait la plus belle cahute, celle qui prend pas l'eau. Eh bien, ils ont gagné. Ceux qui sont mieux organisés, où ils ne se disputent pas, ils ont gagné. Ceux qui arrivent à avoir des repas tous les jours parce qu'ils se sont bien débrouillés, ils ont planté leurs graines, ils ont bien fait le jardin, ils ont pêché, ils ont gagné. Ceux qui ont fait une cahute toute branquignolante, ils ont perdu. Ceux qui s'engueulent tout le temps ou qui excluent des gens, ils ont perdu. Et ceux qui sont incapables de faire à manger, qui crèvent de faim, ils ont perdu. Ça serait intelligent, ça. Donc voilà, ça c'était pour la compétition. La compétition n'a pas lieu d'être nulle part ailleurs, strictement nulle part. C'est un truc qui ne devrait même pas exister. Si éventuellement les gens veulent jouer à celui qui pisse le plus loin, qu'ils le fassent, mais en privé. Et ça n'a évidemment pas à être une des bases de notre société.
ça engendre frustration et colère pour les perdants. Mais tout le monde perd. Quand vous êtes fait de la compétition, il y a toujours un moment où vous perdez. Vous ne pouvez pas gagner tout le temps. Donc de toute façon, à un moment, vous aurez de la frustration et de la colère. Donc c'est juste un truc qui est totalement nul et non avenu. Donc, à partir de maintenant, nous, peuple de la Terre, nous n'acceptons plus la compétition comme base de notre système. Hop! Ça c'est fait, c'était le numéro 1. Il y en a 34 comme ça, on n'est pas arrivé. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais faire d'autres vidéos. On va s'arrêter là pour l'instant. N'oubliez pas donc de vous aimer vous et d'aimer vos proches et de leur dire et de prendre soin de vous et de vos proches. Aimez les gens, pas les objets. Les objets sont là pour nous servir. Les objets sont là pour être utilisés. Ce n'est pas les objets qu'il faut aimer, c'est les gens. Et la première personne qu'il faut aimer, c'est vous-même. À bientôt!